Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne, voyage au bout de la nuit, que l'on commence tout de suite en vous donnant la parole avec la rubrique des questions-réponses de Lionel. Et ce soir, c'est avec le hashtag VBN qu'Alexandra m'a interpellé autour de l'expression « appeler un chat un chat ». Et Alexandra me dit « Cher Lionel, pourquoi est-ce qu'on dit appeler un chat alors qu'on pourrait dire appeler un chien parce qu'on comprend bien que la signification de l'expression, c'est de dire qu'on appelle les choses par leur nom et donc qu'on est franc, qu'on est cash, qu'on est transparent. Et donc appeler un chat, ça pourrait être appeler une chaussure, appeler une calèche. Pourquoi un chat un chat? Eh bien tout simplement, chère Alexandra, pour s'expliquer cela, il faut revenir à la base de la signification de l'expression. Appeler un chat, ça veut dire être transparent, appeler les choses par leur nom, dire les choses, même si parfois elles sont difficiles à dire ou même si parfois elles ne sont pas attendues, ces choses. Alors forcément, il fallait prendre pour cette expression un mot qu'on ne doit pas dire, qu'on ne veut pas dire. Il fallait prendre un mot qui soit un gros mot, il fallait prendre un mot qui soit de l'argot, il fallait prendre un mot qui soit pas très joli, ou alors, ou alors un mot qui désigne quelque chose ou un comportement de pas très joli. Par exemple, appeler un corrompu, ou prendre un vrai mot moche, comme, je sais pas, une conne, appeler une conne, vous voyez ce que je veux dire, ou un abruti, ou un débile mental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il fallait être sur quelque chose de gras, sur quelque chose de fort, puisque l'idée, c'était de dire « je ne mâche pas mes mots, je suis transparent, je l'ai dit ». Donc il fallait prendre un mot qu'on ne dit pas habituellement et dire « celui-ci, je le dis ». Alors vous allez me dire, oui, mais chat, chat, c'est pas grave. Alors chat, c'est pas grave, effectivement, chat, c'est un petit animal, sauf que chat, ça n'a pas toujours voulu dire chat, chat. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a de l'argot dans tout ça, dans tout chat. Un chat, aujourd'hui, et pour tout le monde, c'est un petit animal qui miaule. Mais si on tire un petit peu sur la corde et qu'on le féminise, est-ce qu'il n'y a pas en argot une chatte qui veut dire autre chose que la femelle de ce sacré félin? Eh oui, on est en train de descendre sous la ceinture de mademoiselle et de madame. La chatte de ces dames est en réalité de là que vient l'expression appeler un chat. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, on appelle le sexe féminin le chat. Non seulement en rapport au petit minou et à sa belle toison qui se laisse allègrement caresser. Alors vous me direz, mais pourquoi pas le sexe de l'homme aussi, puisque là aussi, il y a a priori une toison? Eh bien tout simplement parce qu'on fait, et c'est un argot très inventif, on fait un mix de deux mots, le chat, l'animal, le félin pour la toison, qui ronronne, qui se laisse caresser, mais aussi le chat, C-H-A-S, de l'aiguille, dans lequel on va glisser le fil lorsqu'on est couturière. Et donc, cette image de la relation sexuelle où on va rentrer dans un trou finalement, puisque c'est ce qu'on fait avec l'aiguille et avec son chat, va nous donner le chat C-H-A-S qui vient désigner le con, le sexe, l'entrejambe des femmes, et qu'on va appeler le chat C-H-A-T dans cet argot, puisqu'on vient le mixer avec l'idée que c'est aussi un petit animal avec une fourrure agréable à caresser, etc. Donc, au XVIIIe siècle, le chat, C-H-A-T, mais avec cette connotation du chat C-H-A-S, désigne l'entrejambe féminin. D'ailleurs, à cette époque, il y a une expression pour dire des gens qui ne sont pas dupes d'une situation. Il a compris chat sans que je dise minet. C'est une expression du XVIIIe siècle qui voulait dire que les gens n'étaient pas dupes. Par exemple, on parlait de quelqu'un et on voulait dire il n'est pas complètement bête, c'est quelqu'un qui comprend les choses, il a de l'intuition, il est malin, il va nous causer des ennuis en disant « Ah lui, il comprend chat sans qu'on dise minet. Hein. » Ah oui, c'est le genre de type qui comprend chat sans qu'on dise minet. Je te le dis, Patrick, on va avoir des soucis avec ce mec. Il est clairvoyant. Voilà donc, au XVIIIe siècle, comment commence à arriver l'expression qu'on va connaître ensuite, appeler un chat. Mais cette expression, elle n'arrive que par la suite, et elle va être consacrée par un grand auteur, c'est Boileau, qui emploie pour la toute première fois l'expression sous cette forme de appeler un chat dans le premier vers, dans un des vers de sa première satire, et dans un des vers de cette première satire, il dit, pour être parfaitement franc, parfaitement honnête à l'égard d'un procureur qui est
un petit peu véreux, ou en tout cas qui manque de vertu, ce procureur, eh bien, Boileau dira donc un vers qui met en porte-à-faux ce procureur qui s'appelle Rollet, et il dira donc dans ce vers « J'appelle un chat et Rollet un véreux ». Je crois que c'est véreux le mot. J'ai un doute tout d'un coup. Rollet, oui, je crois que c'est ça. J'appelle un chat et Rollet un véreux. Dites-moi, #VBN, si c'est exactement ça le vers. En tout cas, c'est un vers de Boileau dans sa première satire et c'est la première fois qu'on voit apparaître l'expression un chat, appeler un chat. C'est comme ça qu'elle va arriver. Et donc, on appelle un chat pour dire, eh bien, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Alors évidemment, maintenant, c'est un petit peu passé puisque comme l'entrejambe de la femme ne s'appelle plus un chat, éventuellement une chatte, pour que ça ait du sens, il faudrait dire j'appelle une chatte. Mais vraiment avec le vrai sens de chatte, pour dire quand j'ai un truc à dire, je le dis, même si c'est grossier, même si c'est vulgaire. Voilà, donc ça peut marcher aussi, parce qu'on est tard, on est au milieu de la nuit. Alors attention, parce que l'émission peut être rediffusée grâce au replay www.cud.fr, donc vous pouvez la voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc attention, si vous êtes en train de regarder avec des enfants, j'aurais dû prévenir avant. J'aurais dû le faire avant, bon, c'est pas grave. Mais voilà, tout ça pour dire, comme on est au milieu de la nuit, on se permet. Si aujourd'hui on voulait vraiment que tout ça ait du sens, il faudrait vraiment oser, puisque l'idée de l'expression, c'est d'oser dire les choses. Donc il faudrait oser aller dans quelque chose de vraiment grossier, de vraiment vulgaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire j'appelle une bite une bite. Non mais oui, je pense qu'il faudrait aller jusque-là. Alors vous me direz, oui, mais ça manque de l'élégance, du jeu de mots, voilà. Parce que, par exemple, on peut dire il comprend chat sans qu'on ait dit minet, mais là du coup il comprend bite sans qu'on ait dit ça veut rien dire. Donc il faut trouver autre chose. Mais cherchons. Mais comme on n'appelle plus ça un chat, du coup mais cherchons une chatte, pourquoi pas, oui. Une chatte, ça marche encore. Mais on l'a simplement féminisé. Je trouve que ça manque d'inventivité, ça manque de créativité. Soyons créatifs, soyons inventifs, jouons avec la langue. #VBN, envoyez-moi toutes les expressions qui pourraient aujourd'hui remplacer appeler un chat, à part une chatte. Voilà, d'autres choses. Soyez inventifs, il faut que ça soit imagé, il faut que ça soit fleuri, il faut que ça donne envie. #VBN, il n'y a rien à gagner. On est une petite émission, on n'a pas les moyens, on est au milieu de la nuit, mais on peut s'amuser ensemble avec la langue. Et je dis ça sans aucune image ou jeu de mots un petit peu intempestif, sachant qu'on est en train de parler du chat de la femme, de la chatte en l'occurrence. Voilà, donc s'amuser avec la langue. Bon, en tout cas, pour l'expression, moi, je donne ma langue au chat. Voilà. Allez-y, #VBN. Alors, pendant que vous réagissez avec le #VBN, la rubrique est évidemment terminée et nous allons pouvoir nous replonger dans la lecture qui nous accompagne jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Et cette lecture, eh bien, c'est celle de la Vénus d'Île. C'est signé Prosper Mérimée et nous allons reprendre là où la précédente lectrice s'était arrêtée. Je vous souhaite une très agréable écoute de cette lecture. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Tout redevint tranquille quand je pris un livre pour changer le cours de mes idées. C'était une statistique du département ornée d'un mémoire de monsieur de Péréorade, pas facile à dire, sur les monuments druidiques de l'arrondissement de Prades. Je m'assoupis à la 3e page. Je dormis mal et me réveillai plusieurs fois. Il pouvait être 5 heures du matin et j'étais éveillé depuis plus de 20 minutes lorsque le coq chanta. Le jour allait se lever. Alors, j'entendis distinctement les mêmes pas lourds, le même craquement de l'escalier que j'avais entendu avant de dormir. Cela me parut singulier. J'essayai un bâillement, de deviner pourquoi monsieur Alphonse se levait si matin. Je n'imaginais rien de vraisemblable. J'allais refermer les yeux lorsque mon attention fut de nouveau excitée par des trépignements étranges auxquels se mêlèrent bientôt le tintement des sonnettes et le bruit des portes qui s'ouvraient avec fracas. Puis, je distinguai des cris confondus. « Mon ivrogne aura mis le feu quelque part », pensai-je en sautant au bas de mon lit. Je m'habillai rapidement et j'entrai dans le corridor. De l'extrémité opposée partaient des cris et des lamentations, et une voix déchirante dominait toutes les autres. « Mon fils, mon fils, mon fils !» Il était évident qu'un malheur était arrivé à monsieur Alphonse. Je courus à la chambre nuptiale, elle était pleine de monde. Le premier spectacle qui frappa ma vue fut le jeune homme, à demi vêtu, étendu en travers sur le lit, dont le bois était brisé. Il était livide, sans mouvement. Sa mère pleurait et criait à côté de lui. Monsieur de Péréorade s'agitait, lui frottait les tempes avec de l'eau de Cologne. On lui mettait des sels sous le nez. Hélas, depuis longtemps, son fils était mort.
Sur un canapé, à l'autre bout de la chambre, était la mariée, en proie à d'horribles convulsions. Elle poussait des cris inarticulés, et 2 robustes servantes avaient toutes les peines du monde à la contenir. « Mon Dieu !» m'écriai-je, « qu'est-il donc arrivé ?» Je m'approchai du lit et soulevai le corps du malheureux jeune homme. Il était déjà raide et froid. Ses dents serrées, sa figure noircie exprimaient les plus affreuses angoisses. Il paraissait assez que sa mort avait été violente et son agonie terrible. Nulle trace de sang cependant sur ses habits. J'écartai sa chemise et vis sur sa poitrine une empreinte livide qui se prolongeait sur les côtés et le dos. On eût dit qu'il avait été étreint dans un cercle de fer. Mon pied posa sur quelque chose de dur qui se trouvait sur le tapis. Je me baissai et vis la bague de diamants. J'entraînai monsieur de Péréorade et sa femme dans leur chambre. Puis, j'y fis porter la mariée. « Vous avez encore une fille, leur dis-je. Vous lui devez vos soins. » Alors je les laissai seuls. Il me paraissait pas douteux que M. Alphonse n'eût été victime d'un assassinat dont les auteurs avaient trouvé moyen de s'introduire la nuit dans la chambre de la mariée. Ces meurtrissures à la poitrine, leur direction circulaire, m'embarrassaient beaucoup pourtant, car un bâton ou une barre de fer n'aurait pu les produire. Tout d'un coup, je me souvins avoir entendu dire qu'à Valence, des braves se servaient de longs sacs de cuir remplis de sable fin pour assommer les gens dont on leur avait payé la mort. Aussitôt, je me rappelais le muletier aragonais et sa menace. Toutefois, j'osais à peine penser qu'il eût tiré une si terrible vengeance d'une plaisanterie si légère. J'allai dans la maison, cherchant partout des traces d'effraction, et en trouvant nulle part. Je descendis dans le jardin pour voir si les assassins avaient pu s'y introduire par ce côté. Je ne trouvai aucun indice certain. La pluie de la veille avait d'ailleurs tellement détrempé le sol qu'il n'aurait pu garder d'empreintes bien nettes. J'observai pourtant quelques pas profondément imprimés dans la terre. Il y en avait dans 2 directions contraires, mais sur une même ligne, partant de l'angle de la haie contiguë au jeu de paume et aboutissant à la porte de la maison. Ce pouvaient être les pas de M. Alphonse lorsqu'il était allé chercher son anneau au doigt de la statue. D'un autre côté, la haie, en cet endroit, étant moins fourrée qu'ailleurs, ce devait être sur ce point que les meurtriers l'auraient franchi. Passant et repassant devant la statue, je m'arrêtai un instant pour la considérer. Cette fois, je l'avouerai, je ne pus contempler sans effroi son expression de méchanceté ironique. Et la tête toute pleine de scènes horribles dont je venais d'être le témoin, il me sembla voir une divinité infernale applaudissant au malheur qui frappait cette maison. Je regagnai ma chambre et j'y restai jusqu'à midi. Alors je sortis et demandai des nouvelles de mes hôtes. Ils étaient un peu plus calmes. Mademoiselle de Puygarrigue, je devrais dire la veuve de M. Alphonse, avait repris connaissance. Elle avait même parlé au procureur du roi de Perpignan, alors en tournée à Île, et ce magistrat avait reçu sa déposition. Il me demanda la mienne. Je lui dis ce que je savais, et ne lui cachai pas mes soupçons contre le muletier aragonais. Il ordonna qu'il fût arrêté sur le champ. « Avez-vous appris quelque chose de Madame Alphonse ?» demandai-je au procureur du roi, lorsque ma déposition fut écrite et signée. « Cette malheureuse jeune femme est devenue folle, » me dit-il en souriant tristement. « Folle, tout à fait folle. Voici ce qu'elle raconte. Elle était couchée, dit-elle, depuis quelques minutes, les rideaux tirés, lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit, et quelqu'un entra. Alors Madame Alphonse était dans la ruelle du lit, la figure tournée vers la muraille. Elle ne fit pas un mouvement, persuadée que c'était son mari. Au bout d'un instant, le lit cria, comme s'il était chargé d'un poids énorme. Elle eut grand peur, mais n'osa pas tourner la tête. 5 minutes, 10 minutes peut-être, elle ne peut se rendre compte du temps, se passèrent de la sorte. Puis, elle fit un mouvement involontaire, ou bien la personne qui était dans le lit en fit un. Et elle sentit le contact de quelque chose de froid comme de la glace. Ce sont ses expressions. Elle s'enfonça dans la ruelle, tremblante de tous ses membres. Peu après, la porte s'ouvrit une seconde fois, et quelqu'un entra et qui dit « Bonsoir ma petite femme ». Bientôt après,
On tira les rideaux, elle entendit un cri étouffé, la personne qui était dans le lit à côté d'elle se leva sur son séant et parut étendre les bras en avant. Elle tourna la tête alors et vit, dit-elle, son mari à genoux auprès du lit, la tête à la hauteur des oreillers, entre les bras d'une espèce de géant verdâtre qui l'étreignait avec force. Elle dit, et m'a répété 20 fois, pauvre femme, elle dit qu'elle a reconnu, devinez-vous, la Vénus de bronze, la statue de monsieur de Péréorade. Depuis qu'elle est dans le pays, tout le monde en rêve. Je reprends le récit de la malheureuse folle. À ce spectacle, elle perdit connaissance et probablement depuis quelques instants, elle avait perdu la raison. Elle ne put en aucune façon dire combien de temps elle demeura évanouie. Revenue à elle, elle revit le fantôme, ou la statue, comme elle le dit toujours, immobile, les jambes et le bas du corps dans le lit, le buste et les bras étendus en avant, et entre ses bras son mari sans mouvement. Un coq chanta, alors la statue sortit du lit, laissa tomber le cadavre et sortit. Madame Alphonse se pendit à la sonnette, et vous savez le reste. On amena l'Espagnol. Il était calme et se défendit avec beaucoup de sang-froid et de présence d'esprit. Du reste, il ne nia pas les propos que j'avais tenus, mais il expliquait, prétendant qu'il n'avait voulu dire autre chose, sinon que le lendemain, reposé qu'il serait, il aurait gagné une partie de paume à son vainqueur. Je me rappelle qu'il ajouta « Un Aragonais, lorsqu'il est outragé, n'attend pas au lendemain pour se venger. Si j'avais cru que M. Alphonse eût voulu m'insulter, je lui aurais sur les champs donné de mon couteau dans le ventre. » On compara ses souliers avec les empreintes de pas dans le jardin. Ses souliers étaient beaucoup plus grands. Enfin, l'hôtelier, chez qui cet homme était logé, assura qu'il avait passé toute la nuit à frotter et à médicamenter un de ses mulets qui était malade. D'ailleurs, cet Aragonais était un homme bien famé, fort connu dans le pays, où il avait tous les ans pour son commerce. On le relâcha, donc en lui faisant des excuses. J'oubliais la déposition d'un domestique qui, le dernier, avait vu M. Alphonse vivant. C'était un moment qu'il allait monter chez sa femme, et appelant cet homme, il lui demanda d'un air d'inquiétude s'il savait où j'étais. Le domestique répondit qu'il ne m'avait point vu. Alors M. Alphonse fit un soupir et resta plus d'une minute sans parler, puis il dit « Allons, le diable l'aura emporté aussi. » Je demandai à cet homme si M. Alphonse avait sa bague de diamant lorsqu'il lui parla. Le domestique hésita pour répondre. Enfin, il dit qu'il ne le croyait pas, qu'il n'y avait du reste fait aucune attention. S'il avait eu cette bague au doigt, ajouta-t-il en se reprenant, je l'aurais sans doute remarqué car je croyais qu'il l'avait donnée à Madame Alphonse. En questionnant cet homme, je ressentais un peu de la terreur superstitieuse que la déposition de Madame Alphonse avait répandue dans toute la maison. Le procureur du roi me regarda en souriant et je me gardai bien d'insister. Quelques heures après les funérailles de M. Alphonse, je me disposais à quitter Île. La voiture de M. Péréorade devait me conduire à Perpignan. Malgré son état de faiblesse, le pauvre vieillard voulut m'accompagner jusqu'à la porte de son jardin. Nous le traversâmes, en silence. Lui se traînant à peine, appuyé sur mon bras. Au moment de nous séparer, je jetai un dernier regard sur la Vénus. Je prévoyais bien que mon hôte, quoiqu'il ne partageât point les terreurs et les haines qu'elle inspirait à une partie de sa famille, voudrait se défaire d'un objet qui lui rappellerait sans cesse un malheur affreux. Mon intention était de l'engager à la placer dans un musée. J'hésitais, pour entrer en matière, quand M. Péréorade tourna machinalement la tête du côté où il me voyait regarder fixement. Il aperçut la statue et aussitôt fondit en larmes. Je l'embrassai et sans oser lui dire un seul mot, je montai dans la voiture. Depuis mon départ, je n'ai point appris que quelques jours nouveaux soient venus éclairer cette mystérieuse catastrophe. Monsieur de Péréorade mourut quelques mois après son fils. Par son testament, il m'a légué ses manuscrits, que je publierai peut-être un jour. Je n'y ai point trouvé le mémoire relatif aux inscriptions de la Vénus.
PS. Mon ami Monsieur de P vient de m'écrire de Perpignan que la statue n'existe plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Madame de Péréorade fut de la faire fondre en cloche. Et sous cette nouvelle forme, elle sert à l'église d'Île. Mais, ajoute Monsieur de P, il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze depuis que cette cloche sonne à Île. Les vignes ont gelé 2 fois. Et c'est ainsi que s'achève cette Vénus d'Île et avec elle, vous l'aurez compris, notre émission, car il ne nous reste plus que quelques très très courtes minutes avant de devoir nous quitter. Alors je vous rappelle que pour revoir cette émission, mais aussi l'intégralité de la lecture de la Vénus d'Île, qui vous aura été servie par d'autres lectrices avant moi, eh bien c'est tout à fait possible. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la chaîne www.c8.fr sur lequel vous sont proposés tous les replays de toutes nos émissions. Vous pourrez donc non seulement revoir l'intégralité de cette lecture, mais aussi la liker pour ceux qui aiment et qui ont envie de le faire savoir, et évidemment la partager. Pour ce faire, si vous la partagez, vous n'hésitez pas à le faire avec le hashtag VBN, c'est le hashtag de notre émission, que vous utilisez à chaque fois que vous voulez référencer un tweet qui est adressé à l'émission, notamment ceux que vous adressez dans le cadre de la rubrique des questions-réponses de Lionel, dans laquelle je me fais un plaisir de vous répondre et aussi de relayer votre voix en y lisant vos tweets et en relayant vos paroles. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement, ici même sur C8, pour d'autres aventures littéraires. D'ici là, je vous invite à prendre soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.